Il ne semble y avoir aucune raison. Je vous ai déjà vu quelque part. Je ne connais pas votre nom étranger, mais votre visage m'est familier. Vous avez toujours eu cette moustache? Ma SSH n'était pas qu'une comédie anti-guerre révolutionnaire, c'était un champ de bataille chaotique en soi, où le réalisateur et les acteurs menaient une guerre contre les dirigeants du studio, tandis que la distribution sombrait dans des rivalités réelles qui reflétaient leurs personnages à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran était une anarchie calculée, mais ce qui se passait derrière la caméra était un pur pandémonium. Le réalisateur Robert Altman, en conflit avec les dirigeants de Fox qui détestaient les Rush, Donald Sutherland et Elliot Gould, tentant de faire renvoyer Altman, une distribution entière improvisant des dialogues, pendant que des vétérans militaires quittaient le plateau furieux, des chirurgiens couverts de sang buvant du vrai scotch entre les prises, et la finale du match de football qui envoya des acteurs à l'hôpital avec de véritables blessures. Aujourd'hui, je vais vous révéler 20 faits étranges et méconnus sur Massacre qui vont changer à jamais votre façon de voir ce film culte. Et restez bien pour notre fait bonus. La conséquence réelle est vraiment troublante dont personne ne parle, même 5 décennies plus tard. Alors, préparez-vous. Servez-vous un martini et préparez-vous à disséquer l'une des comédies noires les plus influentes du cinéma. Fait numéro 1, le studio voulait absolument enterrer le film. La 20th Century Fox n'était pas du tout enthousiaste à propos de Massacre. Ils en étaient même terrifiés. Le studio venait tout juste de subir d'énormes pertes financières à cause de comédies musicales à gros budget comme Dr. Dolittle et Star ont vu cette étrange comédie sur la guerre de Corée comme un potentiel désastre pour leur carrière. Le patron du studio, Richard Zanuck, a activement tenté d'enterrer le film, en le programmant pour une sortie limitée dans une poignée de salles. Il a dit à ses collègues: « Ce truc va mourir rapidement. » Zanuck était si convaincu de son échec que lorsque Robert Altman a demandé 35 000 $ supplémentaires pour la séquence de football culminante, Zanuck l'a approuvé immédiatement, pensant qu'il jetait simplement de l'argent dans un projet voué à l'échec. Ce n'était pas un vote de confiance, c'était de la résignation. Le studio était si certain de l'échec qu'ils ont donné au film une promotion minimale et l'ont pratiquement laissé mourir en silence. Au lieu de cela, Massacre a explosé en un phénomène culturel, rapportant plus de 80 millions de dollars contre son modeste budget de 3,5 millions de dollars et sauvant le studio qui avait tenté de le saborder. Fait numéro 2. 15 réalisateurs avaient rejeté le scénario avant qu'Altman ne s'y intéresse. Massacre n'était pas du tout le projet très prisé pour lequel tout le monde se battait pour le réaliser. C'était l'enfant mal aimé d'Hollywood. 15 réalisateurs confirmés ont catégoriquement rejeté le scénario avant que la Fox ne le propose à contre-cœur à Robert Altman, alors âgé de 45 ans, dont la réputation venait surtout de la réalisation d'épisodes télévisés. Quand Altman a reçu l'appel, il n'était même pas le 16e choix du studio. Il était simplement le premier réalisateur assez désespéré pour dire oui. Le producteur Ingo Preminger avait parcouru une liste qui incluait, dit-on, Arthur Penn, Sidney Pollack, Stanley Kubrick et Bob Rafelson, tous ayant trouvé le sujet soit trop offensant, soit trop difficile, ce que les autres réalisateurs ne voyaient pas. Altman l'a immédiatement saisi. Il a déclaré au studio: « Ce n'est pas une comédie sur la guerre, c'est une histoire de folie. » Pendant la lecture du scénario, il a noté 3 mots dans la marge qui allaient définir son approche. C'est la réalité. Son statut d'outsider à Hollywood ne représentait pas un handicap. C'est exactement pour cette raison qu'il a pu prendre un scénario initialement rejeté et le transformer en un film absolument révolutionnaire, un film qui allait marquer un tournant et redéfinir tout le cinéma américain. Fait numéro 3, les stars ont tenté de faire renvoyer Altman. Donald Sutherland et Elliot Gould ne jouaient pas seulement des médecins militaires en conflit avec l'autorité. Ils conspiraient activement pour faire virer leur propre réalisateur pendant le tournage. Le conflit a éclaté quelques semaines après le début du tournage, lorsque les acteurs se sont convaincus qu'Altman créait un environnement chaotique qui sapait leur performance. Gould a admis plus tard: « Je me comportais comme une véritable star et non comme un simple acteur. » Les deux vedettes ont rencontré secrètement le producteur Ingo Preminger pour exiger le renvoi d'Altman, se plaignant de son style d'improvisation et du scénario qui changeait constamment. Preminger a non seulement refusé, mais il a menacé de remplacer les acteurs à leur place. Il leur a dit crûment: « Des réalisateurs, on en trouve partout. De bons acteurs ne sont pas faciles à trouver, mais je vous remplacerai tous les deux s'il le faut. Scène. »
1954. Les stars humiliées sont retournées sur le plateau, contraintes de travailler avec le réalisateur qu'elles venaient de tenter de saboter. L'ironie n'échappait à personne. Hawkeye et Trapper John, les rebelles anti-autorité du film, étaient eux-mêmes devenus la bureaucratie militaire qu'ils raillaient à l'écran. Fait numéro 4. Le personnage interprété par Robert Duvall était inspiré d'un véritable chirurgien qui a intenté un procès au réalisateur. Le personnage du Major Frank Burns n'était pas seulement un antagoniste fictif. Il était en effet basé sur un authentique chirurgien de la guerre de Corée qui s'est reconnu dans le film et a décidé d'engager des poursuites judiciaires. Le Dr H. Richard Hornberger, qui a écrit le roman original sous le pseudonyme de Richard Hooker, a basé le personnage en partie sur un chirurgien avec qui il a servi en Corée. Lorsque ce chirurgien, dans la vraie vie, a vu le film, il a immédiatement reconnu des aspects de lui-même dans le personnage de Frank Burns, en particulier la scène où Burns est surpris dans une position compromettante avec Hot Lips Houlihan. Ce que le public ignorait, c'est que ce chirurgien a intenté un procès au cinéaste, alléguant une diffamation de caractère. L'affaire n'a jamais été jugée, car Fox a discrètement réglé l'affaire à l'amiable pour une somme non divulguée. Robert Duvall, qui jouait Burns, a dit plus tard « Je dépeignais essentiellement une personne réelle qui était toujours en vie et exerçait la médecine. Cette connaissance ajoutait de la pression à un rôle déjà difficile. L'accord comprenait une clause stipulant que ni le studio ni le chirurgien d'origine ne pourraient jamais discuter publiquement des termes ou confirmer l'identité du chirurgien. » Le cinquième fait est que la fameuse scène de douche de Sally Kellerman ne figurait absolument pas dans le scénario initial. La tristement célèbre scène de douche où le Major Hot Lips Houlihan se retrouve exposé devant l'intégralité du camp n'était pas seulement inconfortable à regarder, mais ce fut une expérience véritablement traumatisante qui ne figurait même pas dans le scénario original du film. Sally Kellerman est arrivée sur le plateau ce jour-là, s'attendant à tourner une scène complètement différente. Lorsque Altman lui a expliqué son idée de relever les parois de la tente pour exposer son personnage à la vue de tout le camp, elle a d'abord catégoriquement refusé. « Je lui ai dit « Absolument pas », s'est souvenu Kellerman. « J'étais absolument terrifié. » Altman l'a finalement persuadé en lui promettant que la scène serait filmée avec beaucoup de goût et des angles de caméra très stratégiques. Altman ne lui avait pas dit qu'il prévoyait des centaines de figurants militaires qui se rueraient pour regarder, créant une ambiance de carnaval. Quand les parois de la tente se sont levées pendant le tournage, Kellerman ne jouait pas. Son cri d'humiliation était vraiment authentique. L'expérience fut si dévastatrice que Kellerman s'enferma ensuite dans sa caravane, refusant d'en sortir. Elle a plus tard affirmé que cette scène avait transformé son personnage, le faisant passer d'une antagoniste unidimensionnelle à une figure sympathique, déclarant « Cette agression m'a donné une direction pour le personnage. » Fait numéro 6. Le sang n'était pas faux. Ces scènes de chirurgie n'ont pas été créées avec du faux sang hollywoodien. Robert Altman a insisté sur un réalisme médical troublant qui rendait même les acteurs nauséeux sur le plateau. Altman a engagé de vrais techniciens médicaux et infirmières comme consultants. Ils ont fourni du véritable équipement médical et démontré des techniques chirurgicales authentiques. Le sang utilisé dans les scènes de chirurgie était un mélange de colorants alimentaires et d'organes d'animaux réels, obtenus chaque matin d'un boucher local avant le tournage. Pendant les scènes de salle d'opération, les acteurs coupaient littéralement dans des organes d'animaux remplis de ce mélange de sang. Donald Sutherland a raconté « L'odeur était insupportable sous les lumières chaudes. Nous ne faisions pas semblant d'être dégoûtés. Nous étions réellement nauséeux. Ce qui apparaît à l'écran n'est pas de la magie d'effets spéciaux, mais des réactions authentiques d'acteurs manipulant de la vraie matière organique. » Plusieurs membres de l'équipe se sont évanouis pendant ces scènes, et un caméraman a dû être réaffecté de façon permanente après être tombé malade à plusieurs reprises. Cet engagement envers le réalisme graphique n'était pas seulement destiné à choquer. Il a créé le contraste caractéristique du film entre les horreurs de la guerre et les mécanismes d'adaptation comique des personnages contraints de les affronter. Fait numéro 7. Les dialogues étaient en grande partie improvisés. Ce dialogue au rythme effréné qui se superposait et qui est devenu le style emblématique d'Altman n'était pas méticuleusement scénarisé. C'était principalement improvisé par des acteurs qui étaient encouragés à se couper la parole. L'approche révolutionnaire d'Altman consistait à installer plusieurs microphones autour du plateau et à laisser les scènes se dérouler naturellement. Il a dit aux acteurs « N'attendez pas que l'autre personne ait fini sa réplique.
Coupez-vous la parole comme dans la vraie vie. Cette technique, qui fut plus tard connue sous le nom de dialogue altmanesque, fut d'abord méprisée par le service du son. Les techniciens du son, habitués au cinéma traditionnel, avec des dialogues clairs et individuels, étaient si frustrés qu'ils ont menacé de démissionner. Un mixeur son s'est plaint directement au studio. Nous ne pouvons pas distinguer qui dit quoi. Ces images sont absolument inutilisables. La réaction d'Altman fut des plus simples. C'est exactement là que réside tout l'intérêt. Il souhaitait que le public se sente comme des indiscrets, surprenant des bribes de conversation, les obligeant à se pencher pour mieux entendre et à s'impliquer pleinement dans l'œuvre cinématographique. Cette approche était tellement révolutionnaire que, lorsque le film a été doublé plus tard pour la télévision, les traducteurs ont dû inventer des dialogues pour les scènes où les répliques originales étaient inintelligibles. Fait numéro 8, le match de football a envoyé des acteurs dans de vrais hôpitaux. Le match de football décisif n'était pas une scène de film chorégraphiée, mais une vraie brutalité qui a causé de nombreuses blessures et des séjours à l'hôpital. Altman voulait une violence footballistique authentique, alors il a engagé de vrais joueurs de football et leur a dit de ne pas se retenir. Il a opposé ces athlètes aux acteurs qui incarnèrent les chirurgiens, créant un déséquilibre réellement dangereux. Les représentants d'assurance du studio ont failli arrêter la production quand ils ont compris ce qui se passait. Fred Williamson, un ancien joueur de football américain qui avait été choisi pour incarner Spearchucker Jones, s'est fracturé 2 côtes durant le tournage. Donald Sutherland, quant à lui, a été victime d'une grave blessure à l'épaule qui continue de le gêner des décennies après. Elliot Gould s'est souvenu. Ce n'était plus du jeu d'acteur. C'était une question de survie. Ce que le public ignorait, c'est qu'Altman avait délibérément orchestré ce chaos, persuadé que la douleur et l'épuisement réels se traduiraient par une authenticité cinématographique. Après des prises particulièrement violentes, il criait « C'est génial, on y retourne !» tandis que les acteurs blessés regagnaient leur position en boitant. Le réalisme brutal de la scène vient du simple fait que vous regardez des acteurs qui essaient vraiment de se protéger des blessures, créant ce que le critique Roger Ebert a appelé la séquence sportive la plus honnête jamais filmée. Fait numéro 9, la scène de la scène a vu les autorités religieuses exiger des coupes. La scène du dernier repas avant le suicide du capitaine Painless n'était pas seulement d'un humour noir. Elle a été jugée si blasphématoire que des groupes religieux en ont exigé le retrait du film. Altman a délibérément mis en scène cette séquence comme une référence visuelle directe au célèbre tableau de Léonard de Vinci, avec le dentiste suicidaire en position de Jésus, entouré de ses 12 disciples avant sa mort planifiée. La scène montre les médecins buvant des martinis dans un récipient qui évoque un calice et partageant le pain ensemble, une imagerie de communion absolument indubitable. Lorsque des organisations catholiques ont eu vent de la scène après les premières projections, elles ont immédiatement lancé une protestation. La Légion catholique de la décence a exigé que la scène soit entièrement coupée, menaçant de condamner le film et d'organiser des boycotts. Le Conseil national des Églises l'a qualifié de « une moquerie délibérée du moment le plus sacré de toute la chrétienté ». Les dirigeants du studio ont alors supplié Altman de retirer ou de modifier cette scène controversée. Sa réponse fut catégorique et pleine de défis. C'est précisément fait pour être inconfortable. Oh. Si je n'offense personne, c'est que je n'ai pas fait mon travail. La scène est restée intacte, mais cette controverse explique en partie pourquoi le film, malgré son succès commercial et critique, a été tenu à l'écart lors de la cérémonie des Oscars de cette année-là. Fait numéro 10, le film a été tourné dans l'ordre chronologique. Contrairement à la plupart des films qui filment les scènes dans le désordre pour des raisons d'efficacité de tournage, Mass HH a été filmé presque entièrement dans l'ordre, une technique qui a fondamentalement transformé les performances. Cette approche n'était pas artistique, c'était une nécessité financière. Le budget était si serré que les décors devaient être construits au fur et à mesure, avec les matériaux des scènes terminées recyclés pour les suivantes. Cette limitation est devenue un avantage créatif, car les acteurs pouvaient développer leurs arcs narratifs naturellement. Ce que le public ignorait, c'est que ce tournage séquentiel a permis de créer une immersion quasi méthodique pour l'ensemble des acteurs. Les premières scènes mettent en scène des acteurs qui ne se connaissent pas du tout, se rencontrant pour la toute première fois. Au moment de la séquence finale de football, vous observez des personnes qui ont cohabité pendant des mois, développant les mêmes liens et rivalités que leurs personnages. Allez-y, aimez et abonnez-vous, car je vais vous révéler comment cette approche de tournage chronologique a mené à de véritables ruptures relationnelles.
au sein de la distribution, avec des conflits personnels qui ont commencé à refléter leur dynamique à l'écran, dont deux acteurs qui ont complètement cessé de se parler à mi-parcours de la production. Fait numéro 11, les annonces ont été enregistrées en une seule session nocturne. Ces annonces emblématiques au micro qui ponctuent le film n'étaient pas des moments comiques soigneusement scénarisés, elles ont été improvisées lors d'une unique session d'enregistrement d'une nuit entière, alimentée par l'épuisement et l'alcool. L'acteur David Arkin, qui jouait l'annonceur anonyme, et Altman s'enfermèrent dans une cabine insonorisée après une journée complète de tournage, avec une caisse de bière et quelques idées en vrac. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que la sobriété diminuait, les annonces devinrent de plus en plus absurdes. Ce qui commença à 22 heures ne se termina qu'à 6 heures du matin le lendemain. À l'aube, ils avaient enregistré plus de 4 heures d'annonces, dont la plupart étaient inutilisables en raison de problèmes techniques ou d'un contenu trop scandaleux, même pour ce film repoussant les limites. Altman a ensuite sélectionné des annonces de cette session et les a stratégiquement placées tout au long du film, les utilisant souvent pour commenter ironiquement l'action ou pour faire le lien entre les scènes. La diction de l'annonceur, de plus en plus pâteuse tout au long du film, n'est pas du jeu d'acteur. C'est la progression réelle de l'ivresse d'Arkin. Durant la séance d'enregistrement marathon, l'annonce la plus célèbre, « Attention, le film de ce soir est MASH », fut en fait la dernière enregistrée, quand Arkin parvenait à peine à former des mots de manière cohérente. Fait numéro 12, le studio a essayé de supprimer la scène traitant du racisme. Cette scène percutante où Spearchucker Jones révèle qu'il avait été relégué aux cuisines dans une unité militaire antérieure en raison de son origine raciale a failli ne pas figurer dans le montage final, non pas en raison de son contenu, mais à cause des appréhensions du studio concernant sa commercialisation. Les dirigeants de Fox ont jugé la scène inutilement conflictuelle et ont demandé son retrait. Une note interne du studio la décrivait comme potentiellement aliénante pour les publics du Sud. Leur préoccupation n'était pas le comportement raciste dépeint, mais que reconnaître l'existence du racisme puisse nuire aux recettes au box-office dans certaines régions. Altman s'est battu avec acharnement pour conserver la scène, affirmant que gommer la représentation du racisme militaire dans le film saperait tout son message anti-autoritaire. L'impasse est devenue si tendue qu'Altman a menacé de retirer son nom du film si la scène était coupée. Ce qui rend cela particulièrement significatif, c'est que l'acteur Fred Williamson, qui jouait Jones, avait subi une discrimination similaire durant sa carrière de footballeur. Son jeu n'est pas que de la comédie, il est nourri par son vécu personnel. Quand il prononce la réplique « J'étais le meilleur découpeur de l'unité, mais ils m'ont fait travailler à la cuisine ». La colère contenue vient d'un endroit authentique qui transcende le personnage. Fait numéro 13. La chanson thème emblématique a bien failli être rejetée. Suicide is Painless, ce morceau obsédant et inoubliable, n'a pas du tout été écrit par un compositeur professionnel. Il a été créé à la hâte par le fils d'Altman, âgé de 14 ans, pour la somme de $500, une chanson qui finirait par rapporter des millions en droits d'auteur. Quand Altman a eu besoin d'une chanson pour la scène du suicide de la scène, il a d'abord essayé de l'écrire lui-même. Après avoir eu du mal, il a demandé à son fils adolescent, Michael, d'essayer en lui demandant quelque chose d'assez stupide pour être crédiblement écrit par un amateur de camp militaire. Les dirigeants du studio ont été horrifiés en entendant les paroles morbides sur le suicide, qui disaient « une façon indolore de s'envoler », et ont exigé un remplacement. Altman a refusé, arguant que la noirceur de la chanson capturait parfaitement le ton du film. Quand ils ont suggéré de garder la mélodie, mais de changer les paroles, il a fait remarquer que son contrat lui donnait le contrôle sur la musique. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'est que l'arrangement de Johnny Mandel de cette chanson d'adolescent deviendrait l'un des thèmes télévisés les plus reconnus de l'histoire lorsqu'il fut utilisé plus tard pour la série télévisée MASH. Le paiement de $500 que Michael Altman a reçu aurait valu des millions s'il avait conservé les droits d'exploitation. Une chose que son père a regretté amèrement plus tard, en déclarant « J'ai été un véritable idiot de ne pas lui avoir accordé un pourcentage ». Le 14e fait est que l'auteur original du livre a profondément détesté le film. Richard Hornberger, qui avait écrit le roman original sous le pseudonyme Richard Hooker, méprisait tellement l'adaptation d'Altman qu'il refusait d'en reconnaître l'existence en interview. Ashin Viewer, Jerry Wyatt.
Critique. Hornberger, un chirurgien militaire conservateur ayant servi en Corée, a écrit un livre sombrement comique, mais finalement patriotique. Il fut horrifié en découvrant l'interprétation anti-autorité et anti-guerre d'Altman. Après une projection privée, il aurait quitté la salle à mi-chemin et dit au producteur Ingo Preminger « Ce n'est pas mon livre. Ce n'est pas ma guerre ». Ce qui a tout particulièrement exaspéré Hornberger, c'est la façon dont Altman dépeignait la hiérarchie militaire et les figures religieuses comme étant hypocrites et corrompues. Dans le roman de Hornberger, les médecins sont peut-être irrévérencieux, mais ils respectent toujours la mission militaire. Le film d'Altman suggère que l'intégralité de l'effort de guerre est absurde. L'auteur fut tellement affligé par cette adaptation qu'il écrivit par la suite d'autres romans Mahesh, dans l'espoir de corriger ce qu'il considérait comme une véritable perversion de son œuvre. Interrogé sur le succès du film, il se contentait de dire « Mes personnages ont été détournés par un homme dont je ne partage pas les intentions. » Il refusa toutes les invitations aux événements anniversaires de Mahesh si Altman était présent, maintenant cette position jusqu'à sa mort en 1997. Concernant le fait numéro 15, il faut savoir que le nom de Hot Lips, si célèbre, était en réalité une erreur. Le surnom Hot Lips pour Margaret Houlihan n'était pas une invention brillante issue du scénario. C'était en réalité une bévue qu'Altman a décidé de conserver. Lors d'une prise de vue initiale, l'acteur Tom Skerritt, qui interprétait le rôle de Duke Forrest, a bafouillé une réplique et a accidentellement appelé le personnage de Sally Kellerman Hot Lips au lieu de Major Houlihan. Kellerman a immédiatement rompu son personnage et l'équipe s'attendait à ce qu'Altman demande une autre prise. Au lieu de cela, il a crié « C'est parfait, gardez-le !» À partir de ce moment-là, Altman a demandé aux acteurs d'utiliser occasionnellement ce surnom, estimant qu'il reflétait parfaitement la manière dont les militaires pourraient se référer en privé à une supérieure féminine. Ce qui, au départ, n'était qu'une erreur d'acteur, est devenu l'un des surnoms de personnages les plus célèbres de l'histoire du cinéma. La nature improvisée de ce surnom a créé des problèmes de continuité tout au long du tournage, car les scènes ont dû être ajustées pour faire référence à ce nouveau nom. Sally Kellerman a déclaré plus tard que ce surnom l'avait vraiment aidé à mieux saisir la complexité de son personnage. Il l'a humanisé d'une façon que le scénario original n'avait pas réussi à faire. Cela en a fait une femme avant tout, et une officière seulement en second lieu. La série télévisée a par la suite tellement intégré cette erreur que la majorité des téléspectateurs n'ont jamais su que le surnom Hot Lips ne faisait pas partie de la conception initiale du personnage. Fait numéro 16. Les acteurs consommaient de l'alcool véritable pendant le tournage. Ces martinis n'étaient absolument pas de l'eau ou du jus coloré. L'ensemble de la distribution consommait de l'alcool authentique au cours de nombreuses scènes, une directive émanant d'Altman, ce qui a profondément choqué les représentants du studio. Altman insistait sur le fait que la consommation d'alcool créerait l'ambiance authentique d'une unité MASH, où les chirurgiens utilisaient l'alcool pour faire face au traumatisme. Il a dit aux acteurs « Je ne veux pas que vous soyez ivres, mais je veux que vous soyez détendus ». Pour les scènes au club des officiers et dans la tente du marais où vivaient les médecins, du vrai scotch et du gin étaient à la disposition des acteurs qui le souhaitaient. Cette approche peu orthodoxe a suscité de légitimes inquiétudes parmi les représentants d'assurance du studio qui ont tenté à plusieurs reprises de l'arrêter. Leurs inquiétudes n'étaient pas infondées. Plusieurs scènes ont dû être retournées après que les acteurs soient devenus trop ivres pour prononcer leurs répliques de manière cohérente. Donald Sutherland a révélé plus tard « Il y a eu des jours où nous avons franchi la ligne entre jouer et être réellement ces personnages. » Elliot Gould a admis « Parfois, nous oublions que nous faisions un film et nous devenions simplement ces médecins qui se détendaient après une opération. » La culture de la boisson s'étendait au-delà des heures de tournage, avec les acteurs et l'équipe se réunissant chaque soir dans un bar local près du lieu de tournage. Ces sessions après le travail devenaient souvent des répétitions impromptues, où les scènes du lendemain étaient retravaillées autour d'un verre. Fait numéro 17. La séquence japonaise fut un véritable désastre. C'est Robert Altman qui a personnellement sauvé la séquence où Hawkeye et Duke se rendent au Japon. Cette partie du film était initialement une section complète de 30 minutes, mais elle a tourné si catastrophiquement mal durant le tournage qu'elle a presque fait échouer l'intégralité de la production. Cette séquence, tournée dans de véritables lieux japonais, a été assaillie de problèmes. Les figurants japonais ne comprenaient pas les directives d'Altman, le matériel tombait en panne à cause de l'humidité, et Donald Sutherland a contracté une grave pneumonie qui a interrompu la production pendant près d'une semaine. Quand les images ont été assemblées, elles étaient inutilisables, mal éclairées, jouées de façon inégale et narrativement incohérente. Alors,
Les dirigeants du studio ont visionné le montage provisoire et ont immédiatement exigé que toute la séquence japonaise soit abandonnée, arguant que le nouveau tournage ferait exploser le budget déjà serré. La solution proposée par Altman était ingénieuse. Plutôt que d'abandonner complètement toutes les séquences filmées, il l'a radicalement condensée, passant de 30 minutes à seulement 3 minutes environ, et l'a présentée sous la forme d'un montage fragmenté et onirique. Il y a ajouté des coupes de montage volontairement désorientantes et l'a superposée d'une bande-son au design sonore chaotique. Ce qui avait été un désastre narratif est devenu un triomphe stylistique que les critiques ont plus tard salué comme transmettant brillamment la nature désorientante de la guerre. Desor Anneingad. Altman avait transformé une catastrophe de tournage en l'une des séquences les plus mémorables du film, admettant plus tard « Parfois, vos plus grands problèmes deviennent vos meilleurs atouts ». Fait intéressant sur l'émission 18. Le personnage de Radar a été créé lors du tournage. Le personnage de Radar O'Reilly, incarné par Gary Burghoff, qui est devenu un élément central du film, et plus tard de la série télévisée, n'était pas du tout un personnage important dans le scénario initial. Son rôle s'est considérablement développé en raison d'un incident sur le plateau de tournage. Burghoff fut initialement choisi pour un rôle mineur, avec seulement quelques répliques en tant que secrétaire de compagnie. Lors d'une des premières scènes, il a improvisé en décrochant le téléphone quelques secondes avant qu'il ne sonne, démontrant le flair de son personnage pour les communications entrantes. Altman était si impressionné par cet instant improvisé qu'il a interrompu le tournage et a demandé à Burghoff « Peux-tu le refaire ?» Dès lors, Altman commença à étoffer le personnage de Radar, en ajoutant des scènes et en développant les capacités psychiques qui allaient devenir sa marque de fabrique. Le script fut constamment révisé afin de donner à Burghoff davantage de temps d'écran au fur et à mesure de l'avancement du tournage. Ce que le public ne réalisait pas, c'est que nombre des caractéristiques emblématiques de Radar, comme le fait qu'il tenait son ours en peluche, son attitude innocente du Midwest, ou sa capacité à imiter les officiers supérieurs, étaient des propres improvisations de Burghoff plutôt que des éléments scénarisés. Le personnage est devenu si apprécié que Burghoff fut le seul acteur du film à reprendre son rôle dans la série télévisée. Il est apparu dans plus de 170 épisodes avant de finalement quitter la série lors de sa 8e saison. Fait numéro 19. Le film était initialement classé X. Il n'a pas été initialement classé R. La MPAA lui a attribué une classification X, ce qui aurait effectivement anéanti ses perspectives commerciales en le limitant aux salles réservées aux adultes. Lorsque les dirigeants de la Fox ont reçu la classification X, ils ont paniqué. Un film classé X en 1970 était un suicide commercial pour une sortie de grand studio. Il serait banni des cinémas traditionnels et des médias publicitaires. La classification n'était pas due au contenu sexuel, mais aux scènes chirurgicales explicites et au traitement irrévérencieux du film du suicide, de la religion et de l'autorité militaire. Plutôt que de couper le film pour obtenir une classification R, Fox a adopté une approche sans précédent. Ils ont fait appel directement à la MPAA, arguant que MASH méritait une considération spéciale en tant qu'œuvre culturelle importante. Le studio a souligné le message anti-guerre du film et sa représentation réaliste des conditions médicales militaires. Dans une décision historique, la MPAA a accepté de réviser la classification de X à R sans aucune coupe. Cette victoire a créé un précédent qui influencerait les classements de films pour les années à venir, établissant que le contenu explicite pourrait être acceptable lorsqu'il est présenté dans un contexte sérieux et artistique. Altman a affirmé plus tard que cette bataille sur la classification était en fait bénéfique. La controverse nous a apporté plus de publicité que nous n'aurions jamais pu nous permettre d'acheter. Tout le monde voulait voir le film qui avait failli recevoir une classification X. Faites numéro en ménage. La partie de football n'était pas prévue dans le scénario initial. Cette rencontre de football, qui constitue le point culminant et le grand final entraînant du film, ne figurait pas dans le script. Elle fut ajoutée en plein milieu de la production, lorsqu'Altman réalisa qu'il lui fallait une fin plus percutante. Le scénario original se terminait par une scène plutôt anticlimatique, où Hawkeye et Duke étaient simplement démobilisés et quittaient la Corée. Altman a trouvé cela émotionnellement insatisfaisant et n'a pas réussi à réunir la distribution d'ensemble pour une conclusion appropriée. Il a approché les dirigeants de Fox avec une demande inhabituelle, 35 000 $ supplémentaires, pour organiser un match de football élaboré entre l'unité MASH 4077 et une équipe militaire rivale. Le studio était réticent, jusqu'à ce qu'Altman le présente comme une métaphore du conflit coréen lui-même, une compétition brutale.
compétition aux règles arbitraires où des gens se blessent sans bonne raison. Ce que les spectateurs ignorent, c'est qu'une grande partie de la séquence de football a été filmée sans permis sur le domaine public. Altman n'a pas eu le temps d'obtenir les autorisations nécessaires pour le calendrier de tournage étendu, donc l'équipe a essentiellement filmé en mode guérilla des parties du jeu, dans des zones où elle n'avait pas la permission d'être. Le caractère improvisé de cette séquence explique son aspect quasi-documentaire. Beaucoup de moments ont été filmés à la main, l'équipe se dépêchant de tourner avant d'être repérée par les autorités locales. Un fait bonus. Mais SOH n'a pas seulement choqué le public, il a lancé une enquête secrète du Congrès sur la représentation de l'armée par Hollywood qui est restée classifiée pendant des décennies. Dans le climat politique tendu de 1970, avec la montée du sentiment anti-Vietnam, certains membres du Congrès commencèrent à s'inquiéter de l'influence de MASH sur la perception publique de l'armée. Bien que le film se déroulât ostensiblement pendant la guerre de Corée, il fut largement interprété comme un commentaire sur le Vietnam. Des documents déclassifiés au début des années 2000 ont révélé qu'un sous-comité de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants avait lancé une enquête confidentielle pour déterminer si MASH et des films similaires constituaient une guerre psychologique contre la préparation militaire de l'Amérique. Les chiffres de recrutement militaire avaient chuté significativement dans les zones où le film était particulièrement populaire. L'enquête a comporté une surveillance de Robert Altman et des entretiens avec le personnel militaire ayant servi de conseiller technique pour le film. Le comité a finalement conclu que, bien que MASH puisse potentiellement nuire au moral de l'armée, il n'existait aucune base légale pour restreindre un tel contenu. Ce qui rend cela particulièrement ironique, c'est que l'armée avait initialement soutenu la production, fournissant des véhicules militaires et de l'équipement. Après avoir vu le film terminé, ils ont émis une note interne demandant à toutes les branches de service de refuser toute future coopération avec Altman, un boycott qui a affecté sa capacité à réaliser des films à thème militaire pour le reste de sa carrière. MASH n'était pas qu'un simple film qui a révolutionné le cinéma, c'était une véritable déflagration culturelle qui a profondément transformé la perception américaine de la guerre, de l'autorité et de la réaction humaine face au traumatisme. Ce qui avait débuté comme un projet indésirable, rejeté par 15 réalisateurs et presque enterré par son propre studio, est finalement devenu l'un des films les plus influents de toute l'histoire d'Hollywood. Ces techniques révolutionnaires de dialogue superposé, de jeux d'acteurs improvisés et de travail de caméra de style documentaire ont créé un nouveau langage visuel pour les cinéastes qui perdure encore aujourd'hui. Le chaos qui régnait en coulisses, des acteurs qui tentaient de virer leur réalisateur, de véritables blessures durant le tournage, des performances alimentées par l'alcool et des luttes acharnées avec les censeurs, se sont d'une manière ou d'une autre alchimisés en or cinématographique. Ce ne fut pas calculé, ce fut une véritable combustion. Si vous avez apprécié ces révélations sur ce film révolutionnaire, abonnez-vous pour plus d'histoires, des coulisses qui changeront votre vision des classiques du cinéma. Et rappelez-vous, selon les mots de Hawkeye Pierce, la seule façon de survivre à une guerre est de la faire vôtre.